Amateurs de courage de légende, bonsoir. Ou amateurs de ceux qui aiment avoir du Wi-Fi dans leur pick-up, bonsoir. Mais c'est pas à vous qu'on s'adresse, parce qu'on parle aux gars de F-150. Puis on sait que c'est super divisé dans l'industrie. Il y a des gars de Ram, il y a des gars de Chevrolet, GMC. Il y a un gars de Nissan, puis il y a des gars de Ford F-150. Toyota aussi. Il y en a, oui, il y en a de Toyota. Il y en a quelques-uns. Alors, vous connaissez tout le monde, je pense. Benoît Charette, Mathieu Laporte, André Gamelin, puis moi, là, c'est ça. Et ce soir, on parle du Ford F-150, qui est le véhicule le plus vendu au Canada. En fait, le véhicule le plus vendu en Amérique du Nord, puis au point monde. barre, c'est ça. Puis, écoute, on en fait presque 1 million par année. Là. Imagine. Si on met le Canada, États-Unis, Mexique, là, on accote le million par année de production. Alors, évidemment, on va parler un peu plus tard de rappel. Vous comprendrez que quand on en rappelle un joyeux paquet. Oui, ça va de Ça, soi. on va y revenir parce que, bon, des camions, ça travaille fort, mais on les répare aussi. On les répare. Mais le F-150, c'est quand même un camion qui a une réputation exceptionnelle. C'est un camion qui se vend énormément. On réussit à battre Ram, mais surtout GM de belle façon. On amène toujours des innovations, des nouvelles technologies. Et, tu sais, on dit toujours un peu la même chose. Si Ford mettait autant d'énergie dans ses autres véhicules qu'on en met dans le F-150, on aurait un line-up de véhicules vraiment exceptionnel. Mais évidemment, c'est le pain puis le beurre. Hein? Quand c'est le pain puis le beurre, t'en prends soin parce que ça fait 52 ans que c'est le véhicule le plus vendu là, de suite. Là. Faut dire une chose, par exemple, le fossé a beaucoup diminué. Quand Ram est arrivé avec son nouveau design, on a tranquillement vendu plus de véhicules. Puis si on prend le total des ventes de Silverado et de Sierra, on n'est pas loin du F-150. Cette année, il y a encore un écart. Puis si tu veux mon avis, je pense que 2019, on va regarder l'année allée. Mais moi, j'ai le feeling que pour une première fois dans l'histoire, il y a quelqu'un qui s'appelle Ram qui va peut-être surpasser les ventes de GM au Canada cette année. Bien là, on met de l'effort. Parce qu'on a un nouveau camion GM, mais on a un nouveau camion Ram qui se vend très bien. Qui se vend très bien. Puis là, ils vont faire le nouveau HD. Là. On s'en va là, là. on tombe dans. Avec une grille qui ne rentre là... pas dans le garage ici. C'est bon, question de goût. Mais revenons à nos moutons. Ford F-150, multiples configurations, versions offertes, d'une version Excel de base à une version Platinum en passant par le Raptor. V8, V6, V8. 2 moteurs turbo V6, un moteur V6 atmosphérique, le traditionnel V8 5 litres qui est offert. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Aussi. De diesel, c'est un moteur qu'on partage. Ça, c'est le nouveau V6 3.3, c'est vrai. Exact. Bref, il y a du choix en masse. Évidemment qu'au Québec, on choisit très souvent le moteur V6 3.5 EcoBoost par rapport au reste des marchés pour une raison bien simple. 2.7 aussi. 2.7, puis ça, c'est un moteur que moi, j'adore. Honnêtement, là, pour celui qui n'a pas attiré 10 000 livres puis qui utilise sa camionnette en remorquant un peu, en chargeant un peu, c'est un rendement exceptionnel, ça ne consomme pas, ça va bien. Mais le 3.5 est super populaire parce que c'est le moteur qu'on s'achète ici au Québec qui est exempt de taxes. Parce que n'importe quel V8, tu payes une taxe à la cylindrée. Passer 4 litres, le 5 litres, tu as une taxe à la cylindrée. Un 6.2 chez Chevrolet, ça coûte une fortune. Ça, tu es exempt de taxes, puis tu as à peu près les mêmes capacités. Le 5.3 aussi. Fait que la beauté. Oui, c'est ça. 4 litres et plus. C'est ça, exactement. 4 litres et plus, exactement. André, tu vas nous parler de quoi, toi? Bien, les pièces là-dessus, disons qu'il y a un choix assez incroyable. On manque de place dans le garage. Écoute, puis aussi, si on parle des gadgets pour améliorer l'apparence, c'est illimité. C'est le véhicule numéro 1 pour monter de toutes les façons. Mais ce qu'on va apporter à soi, c'est que le fait, c'est des demi-tonnes. Ils sont souvent chargés comme des 3/4. Bien, puis ça, c'est je te dirais que c'est emblématique de beaucoup de gens qui ont ces modèles-là. On tire souvent, même plus. Mais ils ne chargent jamais ceux qui en ont. Ils ne chargent jamais. Si nous autres, ils viennent au magasin, j'ai rien fait, mais ça a tout brisé. Mais c'est ça. Ton différentiel est disloqué, mais j'ai rien fait. On aurait le temps d'en parler, oui. Ça, c'est comme le gars sur une Civic de ses pairs qui a arraché une clutch après 1300 km, mais qui n'a jamais shifté ça en haut de 4000 tours minute. Oui, c'est ça. C'est la même chose. Et il était bien malchanceux, disons. Puis il y a des entretiens particuliers à faire là-dessus. Tu vas nous parler de ça aussi. Il y a effectivement des entretiens particuliers et on parlait de nouvelles technologies. Donc, bon, les EcoBoost, on est rendu avec une transmission à 10 rapports qui est assez archaïque de temps en temps. Évidemment, plus on a de vitesse, plus archaïque, 10 rapports, je n'irais pas là. Moi, je dirais plus que
on a poussé ça à la limite. C'est une transmission qui est conjointement partagée avec GM. Hein? Oui, exactement, parce qu'on est passé d'une 6 rapports. Puis tu faisais mention tantôt des rappels. Il y en a un d'ailleurs qui vient tout juste de sortir. Hein? On rappelle 1 500 000. Ben, c'est ça. Puis là, il faut faire attention parce que les gens, des fois, vont dire 1 500 000 véhicules. Ben là, il y en a 1 300 000 aux États-Unis puis 221 000 ici. Là. Oui, mais il en vendent 2 millions par année. Donc, c'est normal que le prorata, à un moment donné, il y ait beaucoup de véhicules rappelés. Si tu as 2 années modèle, tu peux accoter 2 millions de véhicules. Exactement. Mais c'est un problème qui est assez majeur, par contre. Hein? Dans le fond, les gens roulent sur l'autoroute à 110 km/h et puis le véhicule se décide de se mettre en première vitesse. Fait que je peux vous dire qu'on se tape le front sur le tableau de bord, les roues bord en arrière. Mais ils sont coussinés maintenant, les tableaux de bord. Ben c'est moins pire. C'est moins pire. On va revenir sur les rappels tantôt. Benoît, tu vas nous parler évidemment des valeurs de ces camions-là. Parce que c'est compliqué d'établir une valeur sur un F-150. Il y a 143 000 modèles. Là. On a un 2016, là, pour vous donner un exemple. Ça, c'est un modèle XLT avec le groupe extérieur. Bon, il est 56 945 neuf en 2016. Avec les rabais Costco, le rabais donné par le Ford, etc., il est 32 000. C'est ça. J'exagère. Il est évalué à 37 000 2 ans et 3 quarts plus tard, mais tu peux avoir un XL de base 2016 à 16 000. Mais tu peux avoir un Platinum à 56 000. Alors, il y a une braquette en plus, très large. Des gammes, c'est qu'à l'intérieur de ça, tu as des options, soit les freins, le radiateur. Ça finit plus. Fait que c'est quasiment dur de savoir lequel qu'on a. Puis non seulement ça, mais qu'est-ce qu'on a fait avec? Est-ce que quelqu'un avait ça comme véhicule récréatif pour la famille où il n'y a pas trop traîné, ou quelqu'un utilisait ça pour le travail? Puis il y en a, je dirais pas abusé, mais il a travaillé fort pendant 2-3 ans. Si tu veux le savoir, regarde l'historique dans le système de navigation. S'il est juste allé sur des chantiers de construction, tu vas le savoir. S'il a passé son temps au Costco, là, c'est une autre affaire. J'aimerais dire aux gens aussi en passant, s'ils ont des questions, l'approprié. Oui, évidemment, vous envoyez vos questions, allez-y, il n'y a pas de problème. On va y répondre un peu plus tard au cours de l'émission, bien sûr. Là, il y a justement quelqu'un qui nous parle du 5,4 litres Triton. A été le pire moteur de Ford, je pense, et je suis d'accord avec ça. Là, juste enlever les bougies, ça pouvait te coûter 1 000 c'est pas compliqué. Si vous voulez en avoir la preuve, au nombre de F-150 qu'on a vendus avec ce moteur-là, puis je parle aussi de Navigator, d'Expédition, etc. Mustang. Essayez de trouver un 5,4 litres chez un ferrailleur, chez un recycleur aujourd'hui. Non, il n'y en a pas. Ils sont tous sautés, ou finis, ou ce que tu voudras. Non, puis c'est un moteur gourmand, paresseux, qui avait beaucoup de pertes d'huile. Ça pissait de partout. Bref, c'était un cauchemar. Fait qu'on s'est amélioré depuis ce temps-là, heureusement. Définitivement. Ça, c'est d'une évidence. Et le F-150, aujourd'hui, c'est un camion intéressant, mais on l'a remplacé, on l'a complètement repensé en 2015. Oui, on a pratiquement reparti de zéro. On aurait pu y donner un autre nom. C'est comme on disait, hein, de 2012 à aller à 2019, il y aurait peut-être un autre insigne sur le hood, puis ça aurait été valable. Exact. C'était vraiment... Puis c'est vraiment... C'est l'allègement du véhicule, l'arrivée de l'aluminium qui a changé la donne. Les autres constructeurs ont suivi partiellement, pas complètement. Évidemment que d'amener de l'aluminium, il y a des avantages, des inconvénients. On va revenir là-dessus aussi. Mais on a aussi amené toute une nouvelle famille de mécanique. Bref, on diminue la cylindrée des moteurs. On ajoute des turbocompresseurs, on augmente les capacités. Tu sais, tu es rendu à 13 000 livres de capacité de remorquage avec un F-150, c'est quelque chose, là. 6 cylindres. Avec un 6 cylindres. Avec un 6 cylindres turbo. Qui consomme un petit peu dans ce temps-là. Oui, bien, quand tu es à 13 000 livres, tu as un gros V8. Il consomme 13 000 litres au 100. C'est à peu près 13 000 litres au 100. Non, puis c'est ça. Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est que on n'a pas délaissé le marché de la petite camionnette. Puis, tu sais, on s'était concentré aussi à offrir une camionnette pour tout le monde, en ayant en tête en 2015 que la camionnette intermédiaire ne reviendrait pas. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas l'intention de ramener le Ranger en Amérique du Nord. Là, on l'a fait récemment, c'est correct. Oui, parce que JL a eu du succès avec son Colorado et son Canyon. On a vendu 260 000 Tacoma en Amérique du Nord l'année passée. 185 000 Colorado Canyon, puis 35 000 Ridgeline. Mais ça ne s'intéresse pas au même monde. Le marché de la camionnette intermédiaire il est pas mort. est sur une remontée actuellement, puis Ford a réagi à retardement. Mais toujours est-il que le F-150, tout dépendant de ton budget, de tes besoins, il y a un véhicule qui fait pour la majorité des gens.
Mais ce qu'on remarque de plus en plus, c'est qu'avec les années, les versions super abordables, il y en a de moins en moins. Effectivement. Le modèle en vinyle, il faut que tu le cherches chez le concessionnaire. On va parler vite des moteurs parce que, commençons par le 3.3 qui est disponible actuellement, qui a remplacé le 3.5 qui est disparu. Il y a eu des 3.7 également. Essentiellement, ce sont tous des V6 atmosphériques qui sont très fiables, qui ne posent pas de problème, généralement. Puis pour quelqu'un qui n'a pas à travailler fort avec, c'est un moteur tout à fait correct. Là. Vous traînez moins lourd, mais bon, il y a des gens qui vont plus s'en servir pour des utilisations récréatives. À ce moment-là. Mais tu sais, les 3 moteurs les plus populaires, c'est le 2.7, l'EcoBoost, le 3.5 et le 5 litres atmosphérique. C'est les 3 moteurs. Puis le 2.7, c'est un moteur super efficace, comme je le disais un peu tantôt. Pour ceux qui sont un peu plus traditionnels dans leur approche puis qui veulent surtout avoir comment je dirais ça? Un bon compromis. Une tranquillité d'esprit, le 5 litres, c'est l'option à choisir, moi, c'est celui que j'aime. Puis le 3.5, c'est celui qui a les meilleures capacités. Hors de tout doute, on ne s'obstine pas là-dessus. La puissance est là, les performances, les capacités sont incroyables, mais il y a un mais. Bien, tu sais, là, si on parle de fiabilité générale, dans le fond, il y a quelques problèmes, mais ça devient des gros problèmes. On commence par les papillons des gaz, le fameux throttle body. Il y a un rappel. Puis là, on va voir qu'il y a une tendance. Il y a plusieurs problèmes, mais il y a toujours des rappels qui sont rattachés à ça. Donc, Ford, à ce niveau-là, travaille bien. Mais si on parle du papillon des gaz, c'est un problème qui est quand même assez dangereux. Et là, tu t'adresses pour quel moteur? Pour le 3.5 en particulier, le 2.7 surtout. Les moteurs EcoBoost. Exactement. Donc, ce qui arrive, c'est que vous roulez, puis plus rien. Vous pesez sur l'accélérateur, il tombe ce qu'on appelle en mode dépannage. Là, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, sur l'autoroute, c'est pas évident. Il y a un rappel qui a été émis pour ça, pour corriger la situation. On a eu d'autres problèmes, puis ça, c'est particulier avec des mètres cylindres. Donc, 2013-2014, on a un rappel. Le mètre cylindre de frein, il défonçait tout simplement. Le liquide se vidait, puis là, on n'avait plus de frein. Donc, 2013-2014, on a un rappel. 2015-2016, ça commence à se manifester aussi. Puis ce qui est particulier, c'est que le mètre cylindre a été remplacé. C'est pas la même pièce, André. Même problème. Même problème. Et là, il n'y a pas de rappel pour les 2015-2016. Ils sont en investigation. Donc ça, je trouve ça un petit peu particulier. Avis au propriétaire, bonne chance. Oui, effectivement. Les portes. Oui, ça, c'est un gros problème qu'on connaît. Puis je parlais à un technicien qui travaille chez un concessionnaire Ford. Les camions entrent un après l'autre, puis ça occupe les baies de service comme ça n'a pas de bon sens. Les problèmes de porte, ça gèle. Bien, il y a de l'eau qui s'infiltre à l'intérieur. Et là, ça crée de la condensation, ça gèle, plus capable d'ouvrir la porte. Puis le rappel, c'est quand même simple. Là, ils vont poser un protecteur pour empêcher de geler tout simplement. Les scellants qui gèlent. Oui, exactement. Mais il semble que même le rappel effectué, des fois, on a encore des problèmes, il faut retourner. Fait que c'est pas un rappel qui est 100% étanche. Mets-moi le genou. Fait que, pas pire. Puis, des turbos, évidemment, il y en a quelques-uns, mais là, ça nécessite une minutie et un entretien vraiment adéquat. On a un collègue qui a acheté un Ford F-150 EcoBoost il y a quelques années, 55-60 000, puis on s'entend là, il utilise son camion pour traîner un sidou et son épicerie. Il a acheté ça parce qu'il aime ça. C'est tout. Puis, il y a eu, à un moment donné, il s'est présenté au concessionnaire. Le concessionnaire, il a dit « Ouais, vous avez un petit problème au niveau de vos turbocompresseurs, on vous change ça sans garantie. Parce qu'il avait commencé à remarquer une petite défaillance, une hésitation. Change les 2 turbos sans garantie. Puis, tu viens de le mentionner, c'est 2 turbos pour les gens qui ne le savent pas. Donc, c'est double turbo. Alors, à ce moment-là. Mais quand c'est pas garanti, ça coûte cher, ça là. On va en parler tantôt. On va en parler. Vous allez être surpris. Si on parle d'entretien, on va aussi en parler de l'entretien, de l'importance. Parler des pneus aussi tantôt, puis parler d'autres rappels, parce qu'il y a 3 rappels là, en cours en ce moment sur le F-150, là, au moment où on se parle. Il y en a un qui va commencer. Pour la transmission. Ça, c'est modèle 2011, 12, 13. Il devrait libérer les lettres pour les propriétaires le 4 mars, si je ne m'abuse. Donc, ça va venir. Est-ce que tu es en train de me dire que les concessionnaires Ford devraient tout de suite commencer à se bâtir un 2e étage de garage pour accueillir plus de camions? Je vais te dire non. Tu sais pourquoi? Parce que la rappel, c'est une reprogrammation. Oui. OK. Tout simple. Donc, ce n'est pas un remplacement de transmission, c'est une reprogrammation. Puis on en parlait, André, avec les 10 vitesses maintenant. Ça coûte moins cher que le prétentionnaire qui sont en train de faire de la ceinture de sécurité. Absolument. Le prétentionnaire faisait des étincelles qui pouvaient potentiellement
Partir un feu dans le camion. C'est intéressant. Mais on voit quand même, comme je disais, une tendance, c'est qu'il y a des problèmes, mais on remédie à la situation quand même. Donc, Ford sont quand même allumés là-dessus. Il y a un problème, Puis c'est facile, tu sais, de taper sur un constructeur qui a des problèmes avec ses véhicules, sauf qu'en même temps, il y en a tellement sur la route. Tu sais, je veux dire, de garder un gage de qualité sur un produit que tu fabriques à 1 million d'exemplaires par année, c'est pas mal plus compliqué que quand tu essaies de vendre justement là, un Tundra ou un Nissan Titan où tu n'évolues pas, mais pas du tout pendant 10 ans. C'est-à-dire, OK, tu as un Tundra aujourd'hui qui est super fiable. Je suis absolument d'accord. Sauf qu'il est pareil comme en 2007. Ouais, c'est ça. Il est complètement dépassé. C'est éprouvé. En même temps, tu sais, je veux dire... C'est sûr, si on les amène sur le banc, peu importe la marque, on parle Ford, GM, Chrysler, on peut tout dire des choses dessus. Définitivement. Oui, si on le fera dans des prochaines émissions, d'ailleurs. Chacun a le petite vie séparée. Oui, c'est ça, parce que les amateurs de courage et de légende et ceux qui aiment avoir de l'Internet dans leur camion, vous ne serez pas en reste. On va amener un Silverado et on va amener un Ram ici, c'est certain. On a déjà des pièces de Ram d'arriver. Oui, exactement. C'est toujours bon d'en avoir en stock. Ils ne sont pas dépourvus de problèmes, eux autres non plus. Non, c'est sûr. Donc, on va peut-être aller chacun à nos postes respectifs. Donc, on va parler d'entretien. Faites un bon job, les gars. Oui, merci. Ça m'a fait plaisir. Merci. À plus tard. On se parle tantôt. Bon, Mathieu. Donc, on va parler un petit peu d'entretien comme on fait habituellement. Puis là, il y a quelque chose de particulier. Pour les Ford, c'est un algorithme, dans le fond, là, qui va calculer, si on veut, le nombre de démarrages, ainsi de suite. Donc, ça va s'afficher dans le tableau de bord. Ça peut être à 10, à 12, ça peut aller jusqu'à 16 000 km. OK. Si le changement d'huile n'est pas fait, il faut le faire au moins une fois par année ou aux 16 000 km. Oui, puis ça, c'est bon pour n'importe quoi. Là. Camion, auto, n'importe quel véhicule. Si vous n'avez rien fait pendant un an de l'huile, ça se contamine. Exactement. Il faut le dire. Même si vous faites 3 000 km dans votre année, il faut la remplacer. Changez votre huile au bout d'un an. À la limite, c'est épais. Vous faites des petites distances, il y a de la condensation, donc c'est important. Chose que je trouve de particulière, on a évidemment des moteurs turbo. Ouais. Et puis, chez Ford, on recommande de mettre de l'huile semi-synthétique. OK. Parce que... Je le sais pas. Ah bon? Là, je pourrais pas te répondre. Là, on parle de semi-synthétique comparativement à l'huile synthétique. Ça va coûter 10 $ de plus pour faire le changement d'huile. C'est ça, là. C'est des véhicules qui travaillent fort. C'est des moteurs turbo. Justement, parce que ta température de moteur est souvent plus élevée. Parce que tu remorques ou des choses comme ça. Donc, la logique voudrait qu'on mette de la synthétique. Puis de plus en plus de concessionnaires vont le suggérer. Okay. Lésinez pas là-dessus. Là. Mettez de l'huile synthétique. Il y a une autre chose qu'on va voir, par contre, quand on parle de conditions sévères, souvent, on va parler de remorquage, évidemment, de rouler en trafic. Normal, intense. Donc, là, on voit ici normal, entre 12 et 16 000 km. Ça s'affiche au tableau de bord. Intense, donc travail modéré, de 8 à 12 000 km. Okay. Et là, comme beaucoup de propriétaires de F-150 qui devraient peut-être avoir un 250, mais qui s'achètent un 150 et là qui travaillent extrême, on parle des changements d'huile entre 4 800 et 8 000 km. On en parlait tantôt. Tu as des gens qui sont à peu près toujours au-dessus de la limite du remorquage qui est permis. Exactement. Là, bien évidemment, puis en plus, on le disait, c'est des moteurs turbo. Des moteurs turbo, c'est de l'entretien. Ça nécessite de la minutie, de l'entretien si vous voulez le garder plus longtemps. Il faut être discipliné. Absolument. Si vous n'êtes pas discipliné comme moi, achetez un 5 litres. Oui, exactement. À la limite, avec un 5 litres, tu peux oublier une coupe d'affaires puis ils vont encore faire le run. Oui, exactement. C'est fait plus dur. Là, on parlait de pneus tantôt. Puis ça, on le vit souvent dans les ateliers. Puis on va expliquer un petit peu parce qu'il y a des modèles qui sortent avec du... Là, ça, c'est un pneu LT. Il faut le préciser. Oui. Parce que tu as des pneus passagers puis tu as des pneus LT pour light truck. Exactement. Puis quand vous allez au concessionnaire, tout dépendant du modèle que vous achetez, il y en a qui viennent avec du P, il y en a qui viennent avec du LT. Voilà. Si vous travaillez, vous remorquez, mettez du LT. Dans le fond, le LT, on va l'expliquer un petit peu, c'est pour light truck. Donc, c'est des pneus qui sont plus résistants. C'est ce qu'on a d'ailleurs sur celui-là. Exactement. Donc, il y a des plis à l'intérieur qui vont faire que le pneu est plus résistant. Puis sur le pneu, il y a plusieurs informations. Des fois, les gens ne savent pas. Donc, si on commence ici par 215, ça, c'est la largeur du pneu en millimètres. Donc, c'est 215 mm. Le 75 ici est 75 de la largeur. C'est ton ratio. Là. Exactement. Le ratio d'aspect qui va donner la hauteur. Et le rayon est de 15 pouces. Et c'est important
de mettre ce qui est recommandé. Hein. Donc, si vous l'avez à l'intérieur de la porte, c'est toujours indiqué la dimension du pneu qui est recommandée. Et c'est important de le mettre. Tu as des équivalences qui se font. Oui. On le voit souvent, les gens à l'hiver disent bon, je vais. Parce que des fois, tu as du 20 pouces. Exactement. Ou des rames sont rendues avec du 22 pouces. Et voilà. Tu veux mettre plus petit, mais il y a un. Bien, il y a une règle du 3 c'est ça. Donc, il y a des calculs à faire qu'on peut mettre. Après ça, ici, dans le cas d'un LT, donc un pneu de camion, on a une lettre ici, le D, qui est pour le range, le load range, si on veut. C, tu as du D, il y a c'est le nombre de plis. Donc, D égale 8 plis. Donc là, plus C, vous avez un 6 plis. Exactement. Donc, plus il y a de plis, plus c'est résistant, plus on peut charger, plus on peut travailler. C'est parce qu'on peut mettre plus de pression dans les pneus. Aussi. Un 6 plis, tu peux mettre 50 livres, puis un 14 plis, je pense que tu peux mettre 110 livres. C'est ça, 110 livres. Exactement. Après ça, ici, on a le 106 ou 103, qui est dans le fond la cote de charge qu'un pneu peut respecter. La raison pour laquelle il y en a deux, c'est qu'il y en a qui ont des simples roues ou des doubles roues. Et puis, il y a la cote de vitesse qui est le Q, donc jusqu'à quelle vitesse le pneu peut aller. Évidemment, dans le cas d'un camion, c'est pas, on ne met pas du Z. Q, c'est pas vite, là. Non, exactement. Et il y a une dernière chose qui est importante, ce qu'on appelle le DOT. Oui. Qui est un petit peu le numéro de série du pneu. Bien, dans un numéro de série, il y a plusieurs lettres et chiffres, mais les 4 derniers chiffres sont très importants et c'est la date de fabrication du pneu. Donc, si vous voyez que c'est écrit 40-17, exemple, bien, le pneu a été fabriqué la 40e semaine de 2017. Voilà. Donc, des fois, vous achetez des pneus neufs aujourd'hui, en 2019. Ça fait 2 ans qu'ils sont là. Et c'est un 50-15, donc ça a été fabriqué en 2015. Il y a des risques qu'ils soient un petit peu plus secs, disons. Ben, un peu, oui. Alors, c'est important, là, des fois, de regarder. Ça, c'est surtout quand c'est des pneus de rechange, là, quand vous achetez le véhicule neuf. Non, ça, il n'y a pas de problème. Donc, si vous chargez, mettez du LT, s'il vous plaît. Oui, puis le LT a un deuxième avantage. C'est beaucoup plus stable sur la route. Bien, quand c'est pesant, absolument. Quand c'est pesant, c'est un pneu. Souvent, les gens là, qui ont soit une remorque, une roulotte à sellette ou qui ont assez lourd. Là, on ne parle pas de 2 motoneiges en arrière. Là, ça ne change pas grand-chose. C'est ça. Mais pour les poids plus lourds, le LT fait un meilleur travail. Bien, c'est important. Puis la stabilité du véhicule. Donc, respectez ce qui est recommandé sur la voiture, puis tout le monde va y gagner à ce moment-là. Puis je pense même qu'André, on va aller les rejoindre. Mais André a un exemple de pneu. Là, je pense qu'il va pouvoir nous l'expliquer. Alors, à vous, messieurs. On vous lance la balle. Toc! Là, tu nous as amené une quincaillerie. Écoute, c'est pas drôle. Ça n'a aucun bon sens. Ça, là, ce véhicule-là, il y a de la technologie là-dedans qui se met comme d'une Mercedes. Ça ne paraît pas. Donc, l'entretien, il faut qu'elle se fasse comme une voiture haut de gamme. Bien entendu, c'est pas compliqué. Mais sauf que les gens considèrent encore que c'est comme des pick-up comme avant. Mais c'est plus ça. Non. On va commencer du turbo. Oui. Okay, il y en a 2. Bon, ça, c'est le fameux turbo du 3.5 EcoBoost. Non, ce n'est pas un. Sais-tu pourquoi? Non. Parce qu'on n'a pas en stock présentement. On dit en termes, c'est sold out. Pas de reconditionné, pas de nœud, pas moyen d'en trouver d'aucune compagnie. Bien, voyons. Et ça revole à tour de bras. Mais je veux dire, tu es capable d'en commander, sauf que quand ça arrive, ça part tout de suite. Écoute, on a même mis qu'on appelle en back order aujourd'hui, on attend. Et demain, tu veux en avoir un, on n'en a pas. T'es sérieux? Je suis pas capable d'en avoir. Wow! Donc, c'est un défaut de ce véhicule-là. Ça brise souvent. Mais est-ce que ça brise parce que c'est pas fiable ou c'est parce que les gens ne l'entretiennent pas? L'entretien, on va en parler beaucoup parce que c'est une question technique, le Westgate est à l'intérieur, mais on va en parler. Donc, j'avais ça pour vous dire tout simplement que oui, ça brise, mais c'est parce que souvent, il y a un manque d'entretien aussi. Puis je sais que 2017, en montant, ils ont fait des modifications d'un turbo dans les ailettes. Ils ont changé la partie métallique pour une sorte d'alliage style aviation plus résistante. Bon. Une autre partie, quand on parle d'entretien, ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne, au lieu qui remplace, qui fait tout l'entraînement du vilebrequin, toute la patente. Oui. Ça, là, c'est un usager. Ça, c'est une usagée. Oui. Ça, c'est une neuve. OK. Aucune différence à l'œil, je les ai vérifiés. Par contre, il y a un tensionneur qui sert pour la tension de la chaîne. OK. Qui m'a été donné. Tu vois toutes les petites coches qu'il y a ici? Oui. Ça, c'est à l'intérieur, puis ça prend la tension à long terme quand ça use. Quand c'est usé au bout, tes coches sont rendues au bout, mais là, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut que tu la changes. Puis souvent, les gens le voient parce qu'il sort des... Je ne sais pas si on voit bien, là, mais ouais. Okay. Il sort des codes moteurs. Il peut sortir 6-7 codes moteurs. Bon, celle-là n'est pas usée, là. Mais souvent, ça, c'est dû... Il y a un guide dans lequel la chaîne frotte. Oui. L'usure, elle se fait sur le guide aussi. OK. La chaîne étire, tout simplement, c'est dû souvent à l'huile. On le répète, Mathieu le répète, et on le répète, et on le répète, on ne le répétera jamais assez, l'huile. C'est vrai.
Mais par contre, s'ils ne nous payent pas tout de suite pour de l'huile, j'aime autant ça. Ça, c'est un travail avec les pièces, ça peut aller jusqu'à 2000 $. Oui, c'est ça. Et essentiellement, tu changes une chaîne pour rien, c'est ça que tu es en train de me dire. Bien, si tu ne fais pas l'entretien, mais si tu fais un bon entretien de véhicule, c'est conçu pour durer. OK, bon. Mais là, on en vend pour d'autres véhicules, mais sauf qu'avant, ce qu'on appelait la timing belt, c'était beaucoup plus facile à changer, c'était moins onéreux, mais ça, c'est dispendieux. Parce que techniquement, tu n'es pas supposé changer ça. C'est supposé faire la vie du véhicule. Là. Au moins 200-300 000 km. Bon. Si tu fais l'entretien avec de la bonne huile, bien écoute, c'est sûr que tu préviens l'usure, hein? C'est le sang du moteur, l'huile. Oui, OK. Quand il parlait des maîtres cylindres, oui, ça, on les a en inventaire. Puis ça, t'en vends. Pas beaucoup, puis ils ne sont pas dispendieux. Ce qui est le fun d'un pick-up Ford, jusqu'à un certain point, il y a tellement de volume sur les pièces, les pièces sont abordables. que les prix chutent à long terme. Oui, mais un turbo, ça reste un turbo. Là. Ça peut pas coûter 25 $. Non, on parle de 1000 à 2000 pièces. Par turbo, il y en a deux. Par turbo, oui. Puis on ne parle pas des alimentations, puis toute la patente. Il y a un gros alentour de ça qui coûte Mais ça revient cher. un peu à ce que je disais tantôt. Tu achètes un 5 litres, tu viens de régler ton problème. Il n'y en aura pas de problème de turbo. Là. Oui. Ce que le 5 litres, les gens disent, là, puis je ne veux pas embarquer dans l'autre domaine, mais ça n'a pas de puissance versus le 3.5. Non, ça manque de souffle. Puis les gens, moi, j'étais un gars de camion, puis on parlait avec toutes les marques. On veut toujours plus de puissance. Il n'y a jamais assez. Les gars ont des fifouilles, ils veulent que ça tire, ils veulent que ça avance. Parce que quand tu as un 3.5, il faut considérer qu'en réalité, tu as presque un 6 litres. Fait que quand tu le roules au bout, tu doubles le volume d'air, fait que tu as un 6 litres. C'est sûr qu'il va consommer, là. Mais par contre, le bon côté, si tu es à l'aise dans la semaine, tu fais ton épicerie, tu vas avoir un bon millage. Économie d'essence raisonnable, mais pas exceptionnelle. Non, parce que tu as un 3.5 puis tu as un gros véhicule à tirer tout de même qui tire dans le vent. Une autre partie qu'il faut dire aux gens, j'ai une pièce d'aluminium et une pièce d'acier. Oui. Ne jamais percer des trous puis mettre une vis en acier dans l'aluminium, ça fait un processus de galvanisation. Oui. Autrement dit, c'est des rivets en plastique où tu mets tout ce qui est en aluminium avec une goupille dessus. Écoute, faut pas que tu mettes d'acier dans l'aluminium. Non, puis je sais que les rivets pour réparer les panneaux de carrosserie sur un F-150, ça coûte une fortune. Oui. Parce que ce sont des rivets pour ça. Oui. Fait que je voulais dire aux gens, on fait attention à ça. On ne touche pas avec de l'acier là-dedans. Mais de toute façon, si on fait réparer son F-150 d'un atelier de carrosserie, il faut trouver un endroit spécialisé qui va utiliser les bonnes pièces. Si tu as le malheur de tomber sur un gars qui répare ça en ne connaissant pas l'aluminium, t'es fait. Mais je peux en parler, tu sais, un gars qui m'a installé ses garde-boue la fin de semaine chez eux. Avec des vis à J-Proc, là. Fait que, tu sais, il va avoir un gros tour dans pas grand temps. Oui. Là, après ça, je vais te parler de l'intérieur de l'aile du camion. Ah ouais? Tu sais qu'on a déjà parlé dans d'autres chroniques dans notre passé. Oui, c'est ça. Écoute, c'est pas dispendieux. On parle d'une couple de centaines de dollars, mais ça change l'aspect puis ça protège l'intérieur de l'aile arrière. Ça couvre tout. Puis d'autant plus que, regarde ces camions-là, quand ils n'ont pas ça, tu vois presque d'un bord à l'autre. Oui, je comprends. C'est comme pas joli. Le seul problème, c'est que ce que je comprends pas, moi, dans cette histoire-là, c'est comment ça se fait que Ford ne met pas ça de série. Il devrait, absolument. Parce qu'au prix qu'on paye les camions aujourd'hui, tu vois la rouille dans l'aile, tout ça. Ben oui. Là, on va aborder certains sujets. J'ai mis tout simplement 3 filtres à l'huile. Oui. Moi, je dirais aux gens qui vont faire des changements d'huile. Ben, ils sont pareils, là, finalement. Oui, mais on part de filtreur qui est comme de 5-6 piastres à 25 piastres. Tu peux excéder la norme d'origine dans le filtre à l'huile. Tout simplement, les médias synthétiques à l'intérieur, c'est un screen en métal. Mais pour en amener au fait, tu as un moteur de haute technologie qui te donne une grande puissance. Puis tu l'exploites. Et tu l'exploites. Ouais. Puis le climat ici, tous ces systèmes, absolument, on utilise toutes les capacités du véhicule. Température. Qu'est-ce qu'il y a notre climat? Je sais pas. Écoute, on ne parlera pas des tours, mais c'est de fait dire, moi, je n'aurais pas peur d'avoir un 3.5 EcoBoost. J'ai parlé avec notre formateur, mais il faut faire l'entretien en conséquence de ça. Mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. Là où j'ai un bémol, c'est qu'il faut faire comprendre aux gens qu'un 3.5 EcoBoost, c'est génial, mais ça va coûter beaucoup plus cher à rouler qu'un 5 litres. Parce qu'un 5 litres, là, non, t'as pas grand-chose. C'est simple. C'est simple. Mais tu as beaucoup moins de puissance que l'autre. L'autre partie, Ouais. là, je vais surprendre du monde, c'est une crémaillère électrique. Oui. OK? Ce qu'on appelle, il y a comme le torque steer. Tout ce qui est crémaillère électrique. Ouais. Lui, tu t'en vas avec le 150, il va compenser pour la vitesse des vents sur un bord, tu t'en vas, puis il va s'en aller droit. C'est une nouvelle technologie. Ça, on commence à en vendre, que ça Mais l'effet de coupe sur un camion comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Non, pas l'effet de coupe. C'est quand on s'en va, tu t'en vas sur l'autoroute, le vent,
te pousse d'un côté à l'autre. Lui, il va compenser pour le sens des vents. OK. C'est de la haute technologie, là, on ne rit plus. Puis ça, il appelle ça un torche-tir. Il peut être soit dans la colonne ou soit dans la crémaillère sur certains véhicules. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est quand on change le fameux embout de biellette, la partie à l'extrême, ça est attaché après la crémaillère, c'est moi qui l'ai mis là. C'est pour dire tout simplement les gens qui vont frapper sur une crémaillère maintenant avec, mettons, une espèce de fourchette ou des choses de même. Pour réparer, là, pour réparer. Déjà, ils se vendent des crémaillères au magasin, un Mazda 6, mettons exemple. Les gars ont frappé là-dessus pour sortir l'embout de biellette ou de la taranée à l'extérieur. Quand ils repartent le véhicule, le volant s'en va à l'extrême bout. C'est que lui, il a eu un coup, puis le compensateur, le fameux torche-tir à l'intérieur, lui, il pense que je dois compenser. Mais là, malheureusement, ça coûte une crémaillère à 2000 parce que ça s'ajuste aux pas techniciens. Après. Non, c'est fini, tu changes ça. Wow. Fait que donc, à manipuler avec soin, j'ai mis là pour dire qu'il faut changer les façons de faire. Ça prend un puller, il faut que tu travailles, tu sais, comme il faut avec ça. C'est des nouvelles technologies. Là, on va avancer dans les plaquettes de frein. Ben oui, parce que tu en as amené une panoplie. Oui, on a pas mal. Ça sort habituellement d'origine avec des plaquettes céramiques. Oui, OK. Ça, pas de poussière après roue, rien de ça. C'est merveilleux. Mais au magasin, ce qui arrive, on en vend de qualité supérieure parce que beaucoup de gens abusent avec ces trucs-là, puis personne ne le dit. Non. Puis tu veux que ça freine. Ouais, là, quand ils viennent au comptoir, ils nous disent la vérité, ou les ateliers surtout. Là, Wagner, ils ont sorti une sorte de frein qui s'appelle OEX. OK. Mais la plaquette est particulière, d'ailleurs. Oui. Elle calcule l'écoulement d'air pour qu'elle se refroidisse puis améliorer la capacité de freinage dans des temps plus courts que d'origine. Mais en même temps, tu as moins de surface de freinage. Oui, mais par contre, la chaleur diminue, donc, avec le matériel... C'est plus endurant. À long terme, puis tu as un meilleur rendement. OK. Puis on s'en va encore, le gars qui est une demi-tonne, qui est comme un 3/4, le remorque. Après ça, tu as des Severe Duty, des freins carbone métallique. On voit, là, c'est presque du métal, pas les topeux, mais on voit, à ce moment-là, tu installes ça, tu vas compenser beaucoup pour des problèmes par rapport à l'origine qui n'était pas grande puissance de freinage. OK. Après ça. Puis c'est du simple au double, le prix, j'imagine, à peu près? Oui, à peu près ça. OK. Ça dépend de ce que tu fais avec ton travail. Oui, oui. Le fameux, ce qu'on appelle en anglais le throttle body, qui dit, pas de problème avec ça, c'est très peu dispendieux. Mais Mathieu disait que c'est un sérieux problème, ces camions-là. Oui. Écoute, on parle juste de 100 quelques dollars. Pour nous autres, c'est pas dispendieux parce qu'on a à 3, 4, 500, 600. Ouais. Mais vu que c'est tellement populaire, bien, écoute, les prix chutent. Fait que toi, tu commandes ça à palette. Bien, pas encore. Là, on va parler d'une autre chose. Oui, ça, c'est le fun. Ceux qui ont des pick-up qui chargent, puis que tu sais qu'ils s'affaissent. Ouais. Puis là, il n'est pas à côté comme il faut, fait qu'il le voit, puis il se promène, puis c'est dangereux pour les freins, puis il perd des têtes à queue. Autrement dit, c'est une façon simple et efficace d'augmenter la charge utile d'un camion. Oui, il va s'accoter, il n'ira pas plus loin, mais tu vas garder, il va s'en ligne droite. Tu vas garder le même rendement, un bon comportement routier, il ne sera pas instable. On parle d'environ 180 $. La seule place où tu n'utiliseras pas ça, dans le fond, c'est les camions qui ont des suspensions pneumatiques. Non, là, on fait plus rien. Là, tu n'utilises plus rien, mais sinon, ça peut être super efficace. Mais tu vas m'utiliser pour d'autres choses plus tard. Oui. OK. C'est ça. Ouais, c'est ça. Les fameux... comment ça s'appelle en français? T'aimes ça, les dire en français, ceux-là? Dis-les. Des embouts de biellette. Des embouts de biellette. Bon, il aime ça. Je pense qu'on va faire un T-shirt à Mathieu. I'm a biellette lover. Ça serait pas pire. Mais à ce soir, je l'ai pris de cours, c'est moi qui en parle. On a les embouts de biellette d'origine, qualité d'origine, mais la compagnie Moog, ils ont des embouts de biellette, c'est pas compliqué. Elles sont garanties à vie, graissables. C'est d'une qualité, tu vois la différence, comment c'est pas pareil. Encore une fois, parce que c'est une camionnette, on a des choix incroyables de pièces. Mais en même temps, je veux dire, c'est des véhicules qui sont faits pour qu'on les exploite. Oui. On les surexploite aussi. Oh oui, mais justement, tu sais, tant qu'à faire. Oui. Tant qu'à faire. Une félicitation, ils ont un étrier à double piston. Oui. Écoute, je connais les tonnes de droits qui ont ça. C'est un étrier. Là, on a un de couleur parce qu'on peut les faire de couleur. Les gars de camionnettes, tu sais, sont un petit peu fancy des fois. Tout ça pour dire que oui, je l'ai juste mentionné qu'ils ont un super bel étrier, de belle conception. Double piston, c'est... Je suis bien d'accord avec toi, mais dans le cadre d'une réduction de poids, on n'est pas là. Mais tu sais, si tu réduis tout ton poids, puis ça ne freine plus, si j'aime pas trop ça. C'est sûr. Non, c'est sûr. Après ça, c'est bizarre. Je t'ai amené un filtre à transmission. Oui. Parce que sur la 6R80, la transmission... Ben oui, je te vois venir. Tu ne peux pas vérifier l'huile. Il faut qu'elle s'aille monter par l'atelier mécanique. Ça, sérieusement, ça n'a plus de bon sens. Tu enlèves une espèce de plug, comme on pourrait dire. Tu vérifies ton huile. Puis j'ai parlé à des gens qui refont des transmissions.
Ils vont arriver à l'atelier, la transmission fuit. Mais à ce moment-là, il est souvent trop tard. Elle fuit parce qu'elle a chauffé. Ça veut dire que quand tu arrives à 60-80 000 km, demande à ton atelier qu'il vérifie et inspecte ton huile. C'est sûr, il faut qu'il lève le véhicule, mais tu viens de te donner une sécurité. Bien, c'est parce que tu peux... Je veux dire, j'imagine que les problèmes sont nombreux. On le sait qu'il y a eu des problèmes avec ces boîtes-là, mais de ce que je comprends, encore une fois, c'est une question d'entretien. C'est tout. Tous les véhicules sont bons. On n'a pas de problème avec ça. Mais le problème qu'on a, je peux dire ici, là, c'est qu'on ne les entretient pas, puis on n'est pas conscient de la valeur investie. Puis on a beau dire que c'est garanti, mais... Moi, je te dirais de la valeur dépensée. Oui. Ça, c'est une autre façon de voir les choses. C'est une valeur dépensée. Fait que tout ça pour dire c'est un bon véhicule, beau choix de pièces, mais entraînez-les parce que c'est de la haute technologie. Puis attention à vos turbos parce que c'est backorder. On retourne voir les boys. Non, mais tu venais de parler du 3.3 diesel. Bien, du 3 litres diesel. Moteur 3 litres diesel, c'est vrai parce que... Mais là, c'est un 3.3, ça. C'est un 3 litres diesel. C'est un 3 litres. C'est le même moteur qu'on va utiliser chez Land Rover. Ici, j'ai ça ici. C'est un 3 litres diesel qu'on a là-dedans. 3.3, c'est le moteur essence. C'est le moteur essence. OK, parfait, c'est pas grave. Mais c'est un 3 litres diesel. Puis essentiellement, c'est une mécanique qui est... Moi, j'ai trouvé ça génial. C'est juste que ça coûte cher à l'achat. Le diesel, ça coûte cher à l'achat. L'option est presque 10 000 $. Ça coûte cher d'entretien aussi quand tu l'achètes. Mais en revanche, moi, j'ai remorqué avec ça. Puis ceux qui parlent du 3.5 EcoBoost comme le moteur avec lequel il faut remorquer, là, moi, j'ai tellement trouvé que le 3 litres diesel était capable. J'ai remorqué une charge de 6 500 livres avec ça, OK? Il ne le sentait même pas. Non, il le sentait même pas. Ça a du stock. Ça a du couple, puis ça consommait 1 litre au 100 de plus sur autoroute que lorsque j'avais rien en arrière. L'option est combien? Mais l'option coûte 8 à 9 000 de plus. Puis après ça, on parle de vidange d'huile de 400 au lieu de 120, des trucs comme ça. Le liquide duré qu'il faut que tu ajoutes, et ça consomme pas mal de liquide duré, particulièrement quand tu remorques. Donc, il y a ça qu'il faut considérer. Mais pour quelqu'un qui fait beaucoup de kilométrage puis qui va avoir un rendement génial, moi, je trouve que le diesel, c'est le moteur à choisir, en espérant que la fiabilité soit... Ils ont des huiles adaptées. Hein? Ils disent une huile FA4. Il y a la norme CK4. Même, je regarde le manuel d'utilisation est différent de ce que Ford dit dans le manuel du propriétaire. Mais disons que vérifier pour l'huile, c'est nettement adapté pour votre moteur. Bien, ça, on ne peut pas faire de farce avec ça. Ouais. Le diesel, c'est un moteur très technologique. Bon, on retourne voir les boys. Oui, on va aller travailler. Oui, parce qu'on a bien des questions. Oui, c'est ça. Oui, les questions rentrent. Là. On voit que c'est des modèles vendus. Hein? Un Ford de 15 000 km, c'est scrap. Merci, Mathieu. Oui, mais tu vois, on en voit une qui est intéressante. Oui, vas-y. Descends juste une petite chose. Oui, exactement. Bon. Pour mon F-150 2017, on m'oblige à changer l'huile aux 6 mois, même si j'ai fait 4000 km. Qu'en pensez-vous? C'est une bonne idée. Il va peut-être faire. Oui, bien, ça dépend. S'il travaille fort ou pas. Exactement. C'est ce qu'on voyait tantôt. Il recommande. Donc, mais si vous faites 4000 km en 6 mois, c'est pas une obligation, hein, la garantie. Par contre, ça dépend de l'utilisation toujours qu'on en fait. Donc, si vous l'utilisez, des charges lourdes, ainsi de suite, c'est important de le faire. Sinon, c'est peut-être pas nécessaire de le faire. Ma question, c'était. J'ai failli poser la question, en fait. Mais si vous faites 4000 km en 6 mois avec votre pick-up, qu'est-ce que vous faites avec un pick-up? Sauf que là, en même temps, je me suis dit, bien, Antoine, tu es exactement dans la même situation. Tu as un pick-up à la maison qui ne roule pas plus que ça, fait que je vais me taire. Puis, bon, on a des... c'est quoi? J'ai de la misère à lire, là. Ford Edge EcoBoost, vos commentaires. Ben, même principe, hein? Même principe. C'est un EcoBoost. Ben oui, c'est un EcoBoost. Le même truc, ça s'applique. Puis posez vos questions. Allez-y, il n'y a pas de problème. Mais pour le moteur Ford Edge EcoBoost, là, il y a un 2 litres, il y a un 2.7. C'est le même principe. On a déjà eu des problèmes avec le 2 litres dans le passé, pas mal. Ça semble réglé, heureusement. Mais moi, j'adore le 2.7 dans le Edge. Ça va super bien. Vous en parliez tantôt. Le secret... On répète, c'est l'entretien. Surtout avec des turbos. Bien, c'est des mécaniques plus complexes. Ah oui. C'est plus capricieux. Plus pointus. Donc, c'est pour ça qu'on va recommander, parce que c'est pas obligatoire de mettre de l'huile synthétique, mais de l'essence super non plus. Puis ça, je le comprends pas. Parce que sur un Ford F-150 EcoBoost, il mentionne de mettre de l'essence ordinaire.
Moi, j'y crois pas. Belle technologie, par contre, on parle d'essence ordinaire. La dernière chronique qu'on avait fait, on avait parlé de l'encrassement des valves. Ouais. Bien, les nouveaux moteurs depuis 2017 EcoBoost ont 2 injecteurs. Oui, c'est ça que tu me disais. Oui, donc on a l'injection directe et on a un injecteur multipoint séquentiel. Le but premier de ça, c'est pour l'économie, le rendement. Donc, quand vous roulez à 100 sur l'autoroute... Puis par la bande, tu as beaucoup moins de dépôts aussi. Définitivement. Ouais, donc, quand vous roulez sur l'autoroute, ce qui arrive, c'est qu'il tombe en mode multipoint séquentiel. Tout simplement, l'injection directe est coupée. Donc, économie d'essence. Évidemment, on économise aussi le régulateur de pression, ainsi de suite. Mais ça fait aussi, comme tu disais, Benoît, c'est que ça va nettoyer les soupapes. Okay. Et ça a l'occasion... Parce que l'injection directe, c'est le problème. Là. Le problème majeur, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, ça s'encrasse et là, ça l'occasionne des coûts faramineux. Il faut nettoyer. Donc, c'est une belle technologie. Beaucoup de commentaires sur le fait qu'un F-150 2015 et plus, donc les versions avec boîte d'aluminium, sont très légers du train arrière. Puis là, il y a Sébastien Carrier qui nous en parle. Il nous pose la question, est-ce que la suspension est faite pareil en arrière sur un 2014, donc 2005 à 2014 étant la même génération, puis un 2015 à aujourd'hui, est-ce que la suspension est faite pareil? La réponse, c'est non, pas tout à fait, mais le problème ne se trouve pas dans la conception de la suspension, c'est juste que le camion est plus léger. Et effectivement, c'est très dense. Il y a 700 livres de moins. Là. Sur des routes qui sont dégradées. Moi, j'ai conduit le camion. Il sautille. Moi, j'ai un exemple en tête lorsque je suis allé au circuit Mécaglis à Notre-Dame-de-la-Merci. Donc, pour se rendre au circuit, il y a un petit chemin de terre d'à peu près 3,5 km sur lequel on roule. Puis, c'est pas compliqué, c'est de la planche à laver. Là. Quand il n'y a plus, là, c'est l'enfer. Le camion, là, c'est pas compliqué, il saute, puis il tasse comme ça. Puis, tu as beau avoir un système anti-patinage ou contrôle dynamique de stabilité, ça sautille, ça n'a aucun sens. Et c'est un défaut sur le F-150. Quand il n'y a pas de charge en arrière. J'en ai discuté avec les gens de Monroe, parce qu'on s'en fait parler au magasin. J'ai dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec les amortisseurs? Non, c'est un problème avec les lames en arrière. Il faudrait changer le principe, la conception. Tu sais, ils ont rallongé déjà dans le passé. Il y a toutes sortes de choses que tu peux faire, mais ce n'est pas l'amortisseur, on ne peut pas le régler. Non, absolument. Moi, je connais des gens qui gardent une charge à l'arrière pour régler partiellement le problème, là, des poches de sable, la bonne vieille poche de sable. Exactement. Tu gardes un 200 livres dans la boîte là, pour que ça sautille moins. Mais Antoine, ce que tu as oublié de mentionner tantôt, c'est que tu disais que tu t'en allais comme ça, mais on sait comment tu roulais dans le chemin de sable. Là, t'sais. Il s'en allait pas là. On va passer à une autre question si ça ne me dérange pas. Donc, j'ai pris une garantie prolongée. Jugé. Tout le temps. J'ai pris, il y a Yves Deschâtelet, j'ai pris une garantie prolongée pour un Platinum 2015, 6 ans ou 120 000 km. Est-ce que j'ai bien fait? Je vous dirais, ça dépend du moteur que vous avez pris. Et ça dépend du prix de la garantie. Oui, ça, c'est la deuxième question. Exactement. Parce que moi, les garanties prolongées, là, pour en lire beaucoup ces temps-ci, parce que je reçois quotidiennement des gens qui me posent la question sur des garanties prolongées. C'est des questions qui reviennent souvent. On propose des packages là, qui souvent semblent alléchants à première vue. Puis là, tu commences à lire les astérix. Bien, c'est ça. En fait, c'est parce qu'il faut toujours prendre une garantie à l'image de la garantie d'origine. Parce qu'il y a des garanties qui vont être moins chères, mais quand vous avez un problème, c'est jamais couvert. Ça couvre rien ou ça couvre des affaires qui ne briseront jamais. Là. Mais moi, comprenez une chose à la base, c'est pas compliqué. Un produit comme une garantie prolongée a été conçu pour une seule raison, mettre plus d'argent dans les poches des concessionnaires et de ceux qui vous la vendent. Alors, je vous dirais que c'est un peu comme d'aller au casino. Ça se peut que vous gagnez, mais les chances sont supérieures que vous perdiez que vous gagnez. Mais c'est pas compliqué. Bon, il y a des modèles où ça se justifie un petit peu mieux. Genre une Jaguar. Genre une Jaguar, je dirais, pas de garantie. C'est ça. T'en donnes avant qu'elle soit finie de garantie. Mais dans ce cas-là, si on a un moteur EcoBoost, comme on faisait mention, dû à la fragilité de tout ça, si c'est bien entretenu ou pas. Puis si jamais un problème de turbo se manifeste à 110 000 km, là, tantôt, vous parliez de 1 000 chaque. Là, on ne parle pas de la main-d'œuvre et tout ce qui engendre. Non. Deux turbos remplacés chez le concessionnaire, on est à 4. Facile. On frôle le 5 000 La garantie n'a probablement pas coûté 5 000 Donc, évidemment, comme tu mentionnes, Antoine, il faut avoir un problème. Mais ça reste comme n'importe quelle assurance que tu prends dans la vie. C'est quoi ta résistance ou c'est quoi? Comment toi, tu es capable de prendre le risque? Exactement. Voilà. Comme Benoît, c'est un insécure chronique. Oui, il prend toutes les assurances qui existent. Bien sûr! Oui, vas-y, André. C'est ça, la garantie, si tu te jettes neuf et tu fais l'entretien,
tu es mieux déversé dans ton entretien. Puis, tu vas avoir du rendement, l'économie d'essence, le plaisir. Puis, on riait tantôt avec l'exemple, mais il y en a beaucoup qui font ça. Les gens qui ne veulent pas de problème, tu prends une location, tu le gardes 3 ans, tu redonnes tes clés, tu t'en vas chez vous. On avait un commentaire. Moi, je trouve ça intéressant. C'est probablement une solution intéressante. Juste pour finir sur les garanties, ça dépend des manufacturiers, ça dépend de plein de choses, mais il y a des plans de garantie où si vous achetez une garantie et vous ne l'utilisez pas, oui, vous êtes remboursé. Bien, remboursé ou ils vous donnent un crédit pour le prochain, ou ainsi de suite. Donc, des fois, quand vous arrivez à la fin, vous avez 112 000 km, puis il y a quelque chose qui brise, votre garantie vous a coûté 4 000, bien, vous êtes quasiment mieux de payer vos amortisseurs de 700-800 $ pour pas embarquer sur la garantie et pouvoir le récolter par la suite. Donc, ça, c'est pas tout le monde. Oui, c'est ça. Mais c'est pas tout le monde qui le sait. Donc, des fois, ils ne l'utilisent pas puis ils ont perdu. Mais moi, ce que j'ajouterais à tout ça, c'est un moteur 3.5 EcoBoost ou EcoBoost en général. Là où j'ai un problème, c'est quand tu viens pour acheter un camion d'occasion qui a été utilisé 4 ans. Tu ne sais pas comment l'entretien a été fait. Ouais. Là, on a Jocelyn qui pose la question. Je fais 45 000 km par année, donc 90 d'autoroute et 5 de remorquage. Puis quel moteur choisirait-on pour l'économie et la fiabilité? Personnellement, moi, je choisirais le 2.7 EcoBoost. Je pense que c'est Il faut savoir combien il traîne. Traîne-tu 1000 livres, 2000 livres, 8000 livres? 5 mais si c'est 5 à 13 000 livres, il ne peut pas prendre le 2.7. C'est ça. Fait qu'on remorque jusqu'à 6-7 000 livres avec un 2.7 EcoBoost. Moi, j'irais avec le 5 litres. Moi, là, j'irais avec le 5 litres. Je savais qu'on s'obstinerait. À 90 d'autoroute, moi, j'irais avec le 3.5, absolument. Ah oui, 3.5? Oui, parce qu'on n'a jamais assez de puissance. On aime démarrer. C'est vrai qu'André, il est plus vieux que nous autres. Il est de l'école que there's no replacement for displacement. Mais si tu suis cette logique-là, tu prends le 5 litres. Mais il y a combien d'économies à C'est pour ça que je pensais. À 100 km/h, le 2.7, 3.5, il y a combien de différence au litre? 3 litres au 100, facilement. C'est vraiment un moteur économique. Ça, Benoît? 3 litres? Oui, on n'est pas loin de ça. Un 2,7 litres EcoBoost, on roule à du 9, 9,5 au 100 dans des belles conditions, 11 en hiver. Puis moi, je peux vous dire que je viens juste d'essayer le Ranger avec le 4 cylindres EcoBoost et un 2,7 EcoBoost F-150 est plus économique sur route. C'est vraiment un moteur. Moi, j'ai trouvé que c'était super, mais évidemment, ça va demander un entretien particulier. Exact. C'est juste ça. Oui, effectivement. Mais c'est ça. L'information qui nous manque, c'est savoir combien... C'est quoi son poids? C'est ça. Donc, je vais vous faire juste un commentaire. Tous les moteurs du futur s'en vont vers le turbo. Absolument. Fait que on réduit les cylindrées. Il faut apprendre à vivre avec ça. On est plus avec les nouvelles normes qui vont être pour les émanations. Un moteur 2 litres dans un Mitsubishi RVR, c'est pas trop pire. Regardez, les gars. Monsieur Bernier nous répond, non, c'est un bateau de 3000 livres max. 2.7. 2.7 EcoBoost. Ou sinon, juste le 3.3 régulier de base. L'entretien est encore plus de base. Vous n'aurez pas un rendement, vous allez avoir une consommation un peu plus élevée. Oui, mais vous n'aurez pas de trouble. Les gars, il reste 3 minutes. Alors, on va donner notre opinion. Est-ce qu'on achète ça, un F-150? Commence, vas-y, Benoît. Ben, moi, je le louerais sur 3 ans. Après ça, merci, puis tu passes à une autre location. Fait que t'es comme d'une lumière jaune. Oui, t'es peureux. Mais là, on parle d'un 2016 qu'on a ici. Tu fais quoi avec ça? Il vient de Montmorency-Ford en passant. Ils ont eu de la misère à en avoir parce qu'ils se vendent. Oui, ça se vend. C'est pas capable d'en avoir. C'est hors de prix neuf, fait que les gens attendent souvent 2-3 ans pour acheter un dans ce que tu dis. Là. Non. Mais le 2009, si on parle d'occasion... celui-là. Lui, il a un 3.5. Non, donc il y a un 5 litres. Bingo! Vendu son! Voilà, il y a un 5 litres. C'est fait. Mathieu? Moi, écoute, un petit peu le même principe. 3.5, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ça prend une minutie. Mais j'ai pas cette minutie-là, moi. C'est pour ça que je m'en vais dans le 5 litres. Mais ça me prend le dossier d'entretien. Ah ben oui, mais ça. Donc, ça me prend des références, le dossier. Si on parle d'un 2016, je suis un petit peu à la même place que toi. On loue, on ramène. Mais dans le cas où on hésite à acheter un usager, là, ça prend un dossier béton d'entretien. Et s'il a bien été entretenu, j'ai pas de problème. Le 5 litres, je suis d'accord avec toi. Là, ça, c'est pas tuable. Mais un 3.5, je suis pas nerveux non plus si c'est bien entretenu. Donc, je te dirais, j'irais avec un jaune, avec une petite bémol, mais ça dépend vraiment de l'entretien qui a été fait. André? C'est sûr qu'à long terme, si on achète et on ne sait pas d'où il vient, je vais prendre un 5 litres. Ouais. Mais si je sais d'où il vient, je vais prendre un 3.5 parce que tu as l'économie d'un 3.5 et tu as la puissance d'un 6 litres. C'est ça. Tu peux faire tout ce que tu veux avec ça. Antoine? Moi, je suis au 5 litres. C'est sûr que 9, j'achète un 5 litres.
Si j'ai pas besoin de puissance tant que ça, je vais au 2.7 turbo. Ouais. Mais personnellement, le dernier moteur que j'achète dans un F-150, c'est un 3.5 EcoBoost. Parce que si je veux avoir de la puissance comme ça, je vais aller me chercher un 6.2 chez GM, puis j'aurai pas de problème avec. Exact. Je vais avoir la même capacité de remorquage, mais ça, c'est moi. Alors, ça dépend de ce qu'on veut dans la vie. Quand on parlera du GM, on est pas des choses. Alors, moi, je m'achète un 5 litres. Tu garderas tes turbos pour toi. Et quand tu viendras pour les changer, tu te rendras compte que tu n'en as pas en inventaire parce que c'est tout le temps sauté. Mais je l'entretiens. Oui, c'est ça. Là, les gars, il ne nous reste pas grand temps. Prochain rendez-vous. Oui, on change de registre un petit peu. Oui. On va aller dans la Mercedes C300 4MATIC, qui est un modèle de fiabilité, mais qui est une voiture qui se vend à presque 10 000 unités par année. C'est rendu une voiture populaire. Presque. Il se vend 2 fois plus, en fait, il se vend 4 fois plus de Mercedes classe C que de Mazda 6. Oui. C'est pas compliqué. Ta référence est basse. Non, mais Nissan Altima, on est dans des chiffres de Honda Accord, c'est pas des farces. Alors, c'est quelque chose. À 13 000, on vous revient pour la date, là, on va se confirmer ça. Oui. Puis suivez-nous évidemment sur le net pour savoir la date exacte, mais ça va être la Mercedes classe C. Dernière chose, si vous avez des questions, vous pouvez continuer à décrire des questions, puis on va y répondre ultérieurement. Donc, on vous souhaite une bonne soirée à tous. Puis à Éric Robitaille qui nous disait un bon vieux Dodge Ram, ben un courage, une légende, ça sera pour une prochaine fois. Salut tout le monde. Salut.